Top 1. L'astromètre babylonien. En 1894, lors de fouilles près de l'ancienne cité de Sippar dans l'actuel Irak, des archéologues ont mis au jour les restes d'une structure effondrée qui aurait servi de site d'observation astronomique. Sous des couches d'argile durcie et d'instruments de taille de pierre brisée, reposait un objet circulaire en bronze, d'un type encore jamais documenté en Mésopotamie. Le disque était méticuleusement gravé de cercles concentriques et de centaines de minuscules marquages le long de son bord. Chaque entaille était uniforme en profondeur et en espacement, suggérant un savoir-faire délibéré et méthodique plutôt qu'une intention décorative. Lorsque l'artefact fut examiné en détail, les chercheurs découvrirent que l'anneau extérieur divisait un cercle complet en 360 unités primaires, avec des subdivisions secondaires atteignant moins d'un cinquième de degré. Des reconstructions ultérieures ont montré que l'écart maximal des mesures d'angle était inférieur à 0,2 degrés. Ce niveau de précision se rapproche des outils de calcul astronomique modernes, bien que l'objet précède de plusieurs siècles les lentilles optiques, les télescopes et les engrenages mécaniques. Des analyses métallurgiques ont daté l'alliage de bronze de la période néo-babylonienne, vers le VIe siècle Aveport G.G.C. Ce qui a stupéfié les scientifiques n'était pas la composition elle-même, mais la stabilité de la surface. Le disque présentait une corrosion minimale malgré des siècles passés dans le sol, suggérant un processus de traitement ciblé qui reste encore mal compris à ce jour. Autour de l'objet se trouvaient des fragments de tablettes cunéiformes, enregistrant des observations détaillées des mouvements planétaires. Jupiter et Saturne étaient identifiés par leur nom babylonien traditionnel, tandis que Vénus était décrite par sa position changeante à l'aube et au crépuscule. Une tablette décrivait un procédé où l'observateur était instruit de tourner le disque d'un nombre déterminé de marquages lorsque Vénus apparaissait à une certaine hauteur au-dessus de l'horizon. Le texte prédisait alors l'apparition retardée d'une étoile vagabonde rouge dans le ciel austral. En comparant avec des simulations astronomiques modernes, la séquence décrite correspondait au modèle de mouvement rétrograde connu. Cela suggère que le disque n'était pas symbolique, mais fonctionnel. Il servait d'instrument calibré, capable de suivre des cycles célestes prévisibles. Les motifs d'usure physique sur le disque indiquent la présence d'un bras rotatif ou d'un pointeur, aujourd'hui manquant, qui aurait permis à l'utilisateur d'aligner les marquages avec les positions observées des étoiles. La disposition implique un système conçu pour un usage répété sur de longues périodes, peut-être des générations. Ce n'était pas une observation occasionnelle, c'était une mesure structurée, basée sur des données accumulées. Après son transfert dans une collection européenne, à des fins d'études, les références à l'artefact ont progressivement disparu des catalogues publiés. Des photographies anciennes, répertoriées dans les inventaires des musées, ont été retirées plus tard, sans explication. Certaines tablettes associées ont été signalées comme perdues en période de conflit, bien qu'aucun registre détaillé de ces pertes n'ait été publié. Aujourd'hui, le disque original est rarement mentionné dans la littérature académique, et l'accès à la zone de fouille de Sippar reste strictement limité. Si cet instrument fonctionnait comme les preuves le suggèrent, il remet en question l'idée que l'astronomie antique reposait exclusivement sur des estimations à l'œil nu. Cela soulève la possibilité que les savants babyloniens travaillaient dans un cadre mathématique hautement sophistiqué, capable d'atteindre une précision reproductible. Que ce savoir se soit développé de manière indépendante ou qu'il ait été hérité d'une tradition encore plus ancienne reste inexpliqué. Ce qui est clair, c'est que la précision intégrée dans cet objet dépasse ce que l'histoire a longtemps accordé à ces civilisations. Ce n'était ni une légende, ni une symbolique religieuse. C'était un appareil de mesure, et sa disparition des registres laisse un vide que les explications modernes ne parviennent toujours pas à combler. Top 2. L'obélisque lunaire égyptien. En 1932,
Lors d'une étude archéologique britannique dans la nécropole de Saqqara, des chercheurs ont mis au jour un obélisque solitaire enterré près des ruines d'un ancien temple orienté vers la Lune, plutôt que vers le Soleil. Contrairement aux obélisques monumentaux de Luxor ou de Karnak, ce pilier mesurait à peine 3 mètres de haut et était taillé dans un seul bloc de diorite noire. Ce qui attira l'attention de l'équipe n'était pas sa taille modeste, mais l'étrange série d'entailles le long de ses arêtes. Des dizaines de rainures horizontales couraient de la base au sommet à des intervalles trop subtils pour être décoratifs. Lorsque la lumière du soleil traversait l'étroit corridor menant à l'obélisque, les ombres rampaient vers le haut de la surface de la pierre, s'alignant précisément sur les rainures gravées. Mais ces ombres ne correspondaient pas au cycle solaire. Elles correspondaient aux phases de la Lune. Une étude ultérieure du physicien Gerald K. Watson a confirmé que les intervalles d'ombre sur l'obélisque représentaient des mois lunaires synodiques, avec une précision troublante. Comparées au calendrier lunaire moderne, les mesures de l'appareil présentaient un écart moyen de moins de 10 secondes par cycle complet. Plus mystérieux encore, l'obélisque tenait compte de la légère irrégularité de la vitesse orbitale de la Lune, connue aujourd'hui sous le nom de variation de l'apogée et du périgée lunaire. Les entailles se resserraient et s'élargissaient subtilement pour compenser cette fluctuation. On pensait qu'une telle connaissance n'avait été découverte qu'à l'époque moderne grâce aux observations télescopiques et à des siècles de données enregistrées. Les inscriptions à la base du pilier étaient rares. Une seule séquence de glyphes répétés 4 fois disait « L'œil qui marque le souffle de la nuit ». Aucun nom royal, aucune offrande, aucun mythe. Juste cette phrase cryptique. Des chercheurs ont suggéré que l'obélisque faisait partie d'un instrumentarium sacerdotal utilisé pour prédire les éclipses lunaires et coordonner les rituels du temple liés au calendrier lunaire. La surface de diorite avait été polie jusqu'à devenir presque un miroir sur un côté, et une analyse thermique a révélé que sa température chutait plus rapidement après le coucher du soleil que celle des pierres environnantes. Ce changement thermique aurait pu influencer la netteté des ombres, créant une marque visuelle encore plus précise sous la lumière de la Lune. Dans les années suivant sa découverte initiale, l'obélisque fut retiré et transféré dans une collection privée pour conservation, apparemment à la demande des autorités égyptiennes des antiquités qui craignaient le vol. Cependant, la documentation de ces mesures et de ces études d'ombre disparut des registres publics jusque dans les années 1950. Les papiers de Watson, autrefois destinés à être publiés par la British Academy, ne furent jamais divulgués. Les demandes de réexamen de l'objet furent rejetées, invoquant un manque de documentation prouvant son importance. La tranchée d'excavation originale a depuis été comblée et pavée dans le cadre d'un plan de restauration plus vaste. Si cet obélisque était effectivement un traqueur lunaire fonctionnel d'une précision à la seconde près, il démantèle la croyance de longue date selon laquelle l'astronomie de l'Égypte ancienne était strictement orientée vers le Soleil. Il suggère un système de calendrier duel fonctionnant en parfaite harmonie, non par superstition ou symbolisme, mais par une mesure rigoureuse. Qui l'a construit reste inconnu. Les registres du temple ne mentionnent pas un tel appareil. Nulle part ailleurs des structures comparables n'ont été trouvées. Pourtant, son silence parle toujours. Gravé dans la pierre se trouvait une logique plus ancienne que nos horloges, et les mains qui l'ont placé savaient mesurer le temps non seulement à la lumière du jour, mais au souffle de la nuit. Top 3. Le disque chinois pointant vers le sud. En 1956, lors de l'exploration d'une épave de la dynastie Han ensevelie sous la boue dans le delta du fleuve Yangtze, une équipe d'archéologues marins chinois a récupéré un disque en bronze corrodé enfermé dans un coffre en lac scellé. L'objet, environ de la taille d'une paume humaine, ne présentait aucun trait décoratif ni calligraphie.
En son centre se trouvait un petit pivot avec les restes d'un pointeur en forme d'aiguille, fusionné par l'oxydation. Ce qui parut d'abord être une curiosité de navigation prit une tournure étrange lorsque les métallurgistes déterminèrent que le disque avait été coulé avec un mélange unique de magnétite et de fer, conservant sa polarité magnétique bien au-delà de la durée de vie d'une pierre d'aimant naturel. Après une restauration en laboratoire, il s'avéra que le disque était calibré selon des directions cardinales précises, avec des marquages incrustés représentant non seulement le nord, le sud, l'est et l'ouest, mais aussi des gradations fines correspondant aux cartes d'azimut modernes. Sa caractéristique la plus inhabituelle était une série de minuscules dépressions formant un motif en spirale, visible seulement sous une lumière rasante. Après reconstruction et montage, le pointeur, même dans son état endommagé, commença à s'aligner régulièrement sur le sud magnétique. Ce comportement correspondait aux descriptions des textes chinois anciens parlant d'une cuillère pointant vers le sud, utilisée pour la navigation. Mais jusqu'à cette découverte, de telles références étaient considérées comme symboliques ou rituelles. Des récits historiques de la période des royaumes combattants mentionnent un Jinan-gen, un instrument directionnel utilisé lors des campagnes militaires. Cependant, aucun exemplaire physique n'avait survécu pour être vérifié. Le disque récupéré, dont la datation au radiocarbone indique environ 200 AVJ-CC, semblait remplir ce rôle avec une fonctionnalité pratique. Des tests ont révélé que le pointeur conservait son alignement sur les champs magnétiques même dans des conditions de haute mer, simulées dans des réservoirs modernes. Il pouvait guider des navires le long de la côte sans dépendre de la position du Soleil ou de points de repère terrestres. Mais les capacités du disque ne s'arrêtaient pas là. Une séquence d'entailles angulaires était intégrée dans son bord, correspondant à la déclinaison du champ magnétique terrestre telle qu'elle aurait existé à l'époque de sa création. Cela suggère que ses constructeurs comprenaient non seulement le magnétisme, mais suivaient également sa variabilité géographique au fil du temps. L'implication était extraordinaire. La cartographie de la déclinaison magnétique est un concept qui n'a été pleinement développé qu'au XVIe siècle. Après l'analyse du disque, il fut discrètement transféré dans les archives d'un musée national et classé comme patrimoine culturel de haute sensibilité. L'accès fut restreint et les demandes de chercheurs étrangers pour des études de réplication furent refusées. Aucune exposition publique n'eut lieu. Les références scientifiques au disque cessèrent après 1962. Un rapport interne de l'équipe archéologique refit surface des années plus tard, suggérant qu'ils avaient trouvé des fragments similaires sur d'autres sites fluviaux, mais que ceux-ci avaient été réenterrés sur ordre de l'État et restèrent non documentés. Si cet artefact servait effectivement de boussole fonctionnelle, avec des ajustements pour la dérive magnétique, il précède la boussole européenne de plus d'un millénaire et redéfinit le calendrier de la navigation technologique. L'idée que les navigateurs chinois traversaient de vastes étendues d'eau avec de tels instruments prend un nouveau poids. Cela soulève également une question troublante. Qui a remarqué en premier que la Terre possédait un battement de cœur magnétique qui pouvait être mesuré et suivi? Et pourquoi cette connaissance, une fois trouvée, a-t-elle disparu si rapidement sous la surface? Top 4. Le calibreur de gravité. Grec. En 1901, sur un flanc de colline isolé à l'extérieur des ruines de l'ancienne Épidore, dans le sud de la Grèce, un groupe de fermiers locaux a déterré une dalle de marbre différente de toutes celles trouvées dans la région. À première vue, elle paraissait ordinaire, mais sa surface était gravée d'une grille de rainures formant une matrice précise. Au centre de la dalle se dressait un court poteau vertical avec des restes d'anneaux de fer insérés à différentes hauteurs. À leur arrivée, les archéologues ont d'abord supposé que la structure faisait partie d'un cadran solaire ou d'un autel rituel. Cependant, un examen plus approfondi révéla un autre but. L'alignement du poteau était trop précis pour être de nature religieuse.
il pointait directement vers la verticale gravitationnelle locale, ce qui fut confirmé des décennies plus tard par des instruments laser. Ce qui rendait le site remarquable n'était pas sa symétrie, mais ce qui fut trouvé à proximité, une collection de sphères de pierre polies, chacune ayant un volume identique, mais une masse différente. Lorsqu'elles étaient suspendues au poteau central par des cordes de longueur égale, les sphères produisaient des angles de déviation subtilement différents selon leur position le long de la grille. L'appareil fonctionnait comme un comparateur. Il mesurait l'écart de la gravité locale en observant comment chaque poids réagissait aux moindres différences d'inclinaison et d'alignement. Des géophysiciens de l'Université d'Athènes ont étudié le site dans les années 1980 et ont confirmé que l'instrument pouvait détecter des anomalies gravitationnelles avec une tolérance d'erreur de 0,05 newton. Le paysage environnant présentait, comme on le découvrit, une ligne de faille souterraine importante et une concentration de gisements de minerais magnétiques. L'ancien calibreur avait été érigé par hasard ou par intention directement au-dessus de cette intersection. Il permettait à ses utilisateurs de cartographier la traction subtile de la masse terrestre sur différents matériaux. De telles mesures nécessitaient non seulement le sens de l'observation, mais aussi une compréhension mathématique de la force, du couple et de la répartition des masses. On attribuait longtemps aux Grecs, à travers des figures comme Archimède, qu'une physique rudimentaire, mais cet appareil suggérait quelque chose de plus profond. Il impliquait des expériences pratiques sur le comportement gravitationnel des siècles avant la théorie newtonienne. Lors d'une conférence en 1993, un physicien présenta un modèle du calibreur comme outil pédagogique et suggéra qu'il aurait pu être utilisé dans les premiers milieux académiques. En l'espace d'un an, le site fut fermé aux visiteurs sous prétexte de la conservation des mosaïques voisines. Les fonds pour de nouvelles fouilles furent supprimés. La dalle de marbre fut transférée dans un entrepôt de musée et ne fut jamais exposée au public. Les chercheurs qui avaient publié les premières analyses de la structure cessèrent de la mentionner dans leurs travaux futurs. Dans les textes anciens, il n'y a aucune référence à un tel appareil. Pourtant, sa conception porte une intention indéniable. Il a été construit non pas pour l'adoration, mais pour l'observation, non pour symboliser, mais pour mesurer. Et dans son silence réside un savoir sur le poids, le mouvement et la force, qui était bien en avance sur son temps. Quelqu'un se tenait autrefois sur ce flanc de colline, regardait une pierre osciller contre une grille et apprenait comment la Terre tirait et où sa traction faiblissait. Top 5. Le cercle de pierre magnétique du Northumberland. En 1977, un groupe de géophysiciens étudiant des anomalies magnétiques dans le nord de l'Angleterre est tombé sur une étrange formation de pierres ensevelie sous des couches de mousse et de terre. Située dans une vallée isolée près du village d'Elsdon, la structure formait un cercle presque parfait de pierres dressées, chacune mesurant environ 2 mètres de haut. À première vue, elle ressemblait aux nombreux anges néolithiques, dispersés à travers la Grande-Bretagne. Pourtant, ce cercle n'avait jamais été répertorié, et les instruments que l'équipe transportait commencèrent à présenter des dysfonctionnements dès qu'ils pénétrèrent à l'intérieur de son périmètre. Les aiguilles des boussoles tournaient de manière incontrôlée. Les magnétomètres affichaient des valeurs fluctuantes toutes les quelques secondes. Même les montres analogiques commencèrent à ralentir ou s'arrêtèrent complètement lorsqu'elles étaient posées sur la pierre centrale. Soupçonnant une cause naturelle, l'équipe effectua des carottages et découvrit quelque chose d'inattendu. Chaque pierre contenait des traces significatives de magnétite et d'hématite, alignées de manière à concentrer le flux magnétique local vers l'intérieur, au centre du cercle. Ce n'était pas un dépôt de pierres aléatoires. Le matériau provenait de carrières, situées à des kilomètres de là, connues pour leur haute concentration en minéraux magnétiques. Des analyses plus poussées ont révélé que les pierres avaient été positionnées pour correspondre à la déclinaison magnétique locale telle qu'elle aurait existé vers 2500 ou Saint-Avégie C.
En d'autres termes, les bâtisseurs n'avaient pas aligné la structure sur les étoiles ou les solstices, mais sur le champ magnétique invisible de la Terre elle-même. Ni les outils, ni les textes de cette époque ne suggèrent qu'un tel savoir existait. Pourtant, la précision de l'alignement laissait peu de place au hasard. Des tests acoustiques ont révélé que certains sons, lorsqu'ils étaient joués à l'intérieur du cercle, créaient des ondes stationnaires qui semblaient interagir avec la distorsion magnétique. Un chercheur a ressenti des vertiges et des nausées après seulement 15 minutes à l'intérieur de la formation. D'autres ont rapporté de brèves hallucinations auditives ou une désorientation. Une expérience contrôlée avec des rats de laboratoire a montré des réactions de stress accrues lorsqu'ils étaient enfermés à l'intérieur du champ, même sans stimulus visible. Lorsque la découverte fut publiée l'année suivante dans une revue scientifique spécialisée, la réaction fut immédiate. Le site fut fermé par le ministère de l'Environnement pour des études complémentaires. L'accès fut interdit sous la désignation de zone de protection archéologique et tous les appareils magnétiques utilisés sur le site furent saisis pour vérification de calibrage. Le rapport original fut plus tard retiré des archives numériques et les références ultérieures au cercle furent discrètement omises dans les rapports archéologiques de la région. Quel but servait une telle structure? Était-ce un ancien observatoire du comportement magnétique de la Terre, ou un espace délibérément conçu pour interagir avec la perception biologique? L'idée que des cultures néolithiques puissent détecter et manipuler les champs géomagnétiques est considérée comme invraisemblable selon les normes modernes. Pourtant, la preuve est dans la pierre, froide, alignée et bourdonnant silencieusement d'une force invisible. Si nos ancêtres savaient ressentir le pouls de la Terre elle-même, alors la frontière entre le rituel et la science est peut-être bien plus floue que l'histoire ne l'a jamais admis. Top 6. L'horloge à eau d'Harappa. En 1926, lors de fouilles sur le site de la vallée de l'Indus à Lothal, dans l'actuel Gujarat, en Inde, des archéologues ont découvert une chambre rectangulaire taillée dans le sol en pierre d'un bâtiment qui aurait été un complexe administratif. À l'intérieur de cette chambre se trouvait une série de bols en céramique polie, disposés selon un motif strictement linéaire et positionnés sous un étroit canal qui laissait l'eau s'égoutter à un rythme régulier. Bien qu'ils aient été initialement catalogués comme des récipients rituels, la géométrie de l'installation a soulevé des questions. Chaque bol avait un minuscule trou à sa base, précisément centré et de diamètre uniforme. Lors de tests avec un flux d'eau contrôlé, les bols se remplissaient et se vidaient à des intervalles parfaitement cadencés. Les chercheurs ont vite compris que l'installation fonctionnait comme une clepsydre, une horloge à eau, précédant de plusieurs siècles des dispositifs similaires en Égypte ou à Babylone. Mais ce n'était pas seulement un outil de mesure du temps. Sur les parois intérieures de la chambre étaient gravées des rainures calibrées qui, à différents moments du jour et de la nuit, correspondaient au niveau de l'eau dans les bols. Ces marquages correspondaient à des divisions temporelles cohérentes, avec un cycle de 24 heures, suggérant une compréhension avancée du mouvement quotidien. Des preuves supplémentaires furent apportées par des sceaux et des tablettes à proximité, portant des symboles interprétés comme des marqueurs numériques. L'espacement entre les bols permettait un débordement en cascade, ce qui signifiait que le remplissage d'un bol déclenchait le suivant, créant ainsi un mécanisme de mesure du temps passif et continu. En pratique, l'appareil aurait pu mesurer le temps pendant plusieurs heures, sans surveillance. Des ingénieurs modernes ont estimé l'écart temporel de l'horloge à moins d'1 minute par heure. Une précision étonnante pour un système basé uniquement sur la gravité et la dynamique des fluides. Ce qui a encore plus dérouté les chercheurs était l'intégration de l'appareil dans l'architecture du bâtiment. Des conduits en pierre reliaient l'horloge à eau à un réservoir souterrain, assurant une pression et une température constantes. Un calibrage saisonnier
était apparemment intégré dans la profondeur du placement des bols. Comme l'angle du soleil changeait au fil des mois, les ombres jetées sur le mur de la chambre coupaient les rainures gravées à différents points, permettant une synchronisation visuelle avec le temps solaire. Malgré l'importance de la découverte, peu de mentions en ont été faites dans le discours archéologique mondial. Les bols ont été transférés dans les archives d'un musée sans exposition formelle, et la chambre a été plus tard comblée de béton lors de travaux de stabilisation sur le site. Une analyse détaillée, soumise à une revue spécialisée britannique, fut rejetée au motif d'un manque de contexte comparatif suffisant. Des tentatives ultérieures de modélisation numérique de l'appareil furent discrètement abandonnées, et les références à la structure dans les brochures officielles de l'OTAL furent retirées à la fin des années 1990. Si la civilisation arapéenne a développé et utilisé de tels appareils de chronométrage, cela positionne leur société non seulement comme lettrée et urbanisée, mais aussi comme chronologiquement précise. La présence du temps, en tant que grandeur mesurable, intégrée dans le fonctionnement quotidien, suggère une planification complexe, la coordination du travail et une conscience astronomique. Ce n'était pas un sanctuaire, c'était une machine qui comptait les heures avec de l'eau, de la pierre et du silence. Et tandis que chaque goutte tombait, elle marquait une civilisation qui n'était pas seulement vivante, mais en avance sur son temps. Top 7. Le tracker d'ombre NK. En 1961, une équipe de géomètres péruviens travaillant dans les hautes terres près d'Ollantaytambo est tombée sur une étrange série de piliers en pierre, disposés le long d'une crête de montagne étroite. À première vue, ils ressemblaient à des vestiges typiques de l'architecture cérémonielle inca. Pourtant, l'une des structures se distinguait. Un haut monolithe muni d'une série de lignes horizontales sur sa face et précisément incliné vers l'horizon. Lorsque la lumière du soleil traversait les sommets environnants à l'aube et au crépuscule, des ombres tombaient, selon un motif extrêmement cohérent le long des rainures. Au cours des mois suivants, des chercheurs de l'Université nationale de San Marcos ont observé le site pendant les équinoxes et les solstices. Ce qu'ils ont découvert les a stupéfiés. Les positions des ombres correspondaient exactement aux positions solaires connues au cours de l'année. Remarquablement, les marquages suivaient également le lever héliaque d'étoiles clés de l'hémisphère sud, notamment Sirius et Canopus, souvent avec une précision d'un seul jour avant leur apparition réelle dans le ciel prématinal. Ce monolithe ne fonctionnait pas seulement comme un calendrier solaire, mais comme un système combiné de suivi solaire et stellaire. Il était aligné sur le système de Suc 1K, un réseau de lignes invisibles rayonnant depuis Cusco utilisé pour organiser les sanctuaires, les sites agricoles et la mesure du temps. L'angle et la hauteur de la pierre lui permettaient de fonctionner toute l'année, même par matin brumeux, en utilisant la lumière diffuse pour projeter des gradients d'ombre mesurables sur sa face. Des ruines voisines comprenaient une place surbaissée, avec des canaux de drainage et des plateformes cérémonielles, suggérant que l'ensemble du complexe aurait pu servir d'observatoire temporel. Une caractéristique, un banc de pierre lisse directement aligné avec la base du monolithe, s'est avéré se réchauffer au solstice à l'aube un peu plus tôt que les rochers environnants. Des mesures infrarouges ont révélé qu'il absorbait et restituait la chaleur en accord avec les événements solaires, servant peut-être de signal thermique pour la planification rituelle ou agricole. La découverte fut formellement documentée dans une série de travaux scientifiques dans les années 1970. Cependant, après la publication d'un article en 1978 liant le site à des systèmes de navigation stellaire précolombiens, l'accès à la crête fut restreint par le ministère péruvien de la Culture, invoquant des préoccupations de conservation. Dans les décennies qui ont suivi, des images satellites ont montré que de nouveaux sentiers avaient été tracés à travers la zone, peut-être par des équipes de construction travaillant sur des projets d'infrastructures sans rapport.
Le monolithe original de suivi des ombres gît aujourd'hui, partiellement caché sous des débris, et n'a plus été exposé au public ni étudié depuis. Si les Incas ont conçu cette structure pour suivre à la fois les mouvements solaires et stellaires avec une telle exactitude, cela suggère une compréhension bien plus profonde de la mécanique céleste qu'on ne le pensait auparavant. Sans télescope ni cartes stellaires écrites, ils ont créé un calendrier fonctionnel taillé dans la pierre, lisible uniquement par les ombres et la patience. Et pourtant, il n'a pas été laissé sur une montagne sacrée ou scellé dans l'or. Il se tenait à découvert sur une crête, observant le ciel et comptant les jours et les étoiles avec des lignes que seul le soleil pouvait lire. Top 8. L'étalon de mesure mésopotamien. En 1910, des archéologues allemands ont découvert une chambre scellée sous l'ancien quartier administratif du complexe du Temple, dans l'ancienne cité d'Ur. À l'intérieur, parmi des tablettes et des registres où étaient consignés les stocks de grains et les quotas de travail, ils trouvèrent une unique barre de bronze reposant dans un creux de grès. La barre mesurait 50,8 cm de long, était lisse sur toute sa longueur et ne portait aucune inscription à l'exception de 2 minuscules triangles incrustés à chaque extrémité. Initialement, on a supposé qu'il s'agissait d'un sceptre de cérémonie ou d'un objet symbolique. Cependant, des analyses plus poussées ont révélé quelque chose de bien plus étrange. Lorsqu'elle était exposée à différentes températures, la barre conservait sa longueur pratiquement sans dilatation thermique. Des métallurgistes ont déterminé plus tard qu'elle était composée d'un alliage contenant de l'étain, du cuivre et des traces d'arsenic, une combinaison qui produisait une structure moléculaire exceptionnellement stable. Cela permettait à la barre de résister aux déformations sous une grande variété de conditions environnementales, une propriété qui n'a été répliquée qu'avec le développement des alliages d'Invar modernes au XXe siècle. Les chercheurs commencèrent à spéculer sur son usage. En comparant avec les unités de mesure inscrites sur des tablettes cunéiformes voisines, la barre correspondait presque exactement à ce que les Sumériens appelaient cus, une unité de longueur standardisée utilisée dans la construction et l'arpentage. Mais cette standardisation semblait bien plus rigoureuse qu'on ne le pensait jusqu'alors. Les marquages et les registres montraient des mesures enregistrées avec une précision de l'ordre du sous-millimètre. Certaines entrées mentionnaient même des corrections pour les pentes et la courbure sur de longues distances. Ce niveau de précision dans une société de l'âge du bronze posait un dilemme. Comment les arpenteurs d'Ur, sans instruments optiques ni modélisation mathématique, pouvaient-ils créer des plans architecturaux avec des tolérances proches des premiers standards industriels? Certains théoriciens ont suggéré que la barre faisait partie d'un ensemble d'outils plus vastes, comprenant peut-être des fils à plomb, des cordes calibrées ou des cadres de nivellement, aujourd'hui perdus. Après sa récupération, la barre fut envoyée à Berlin pour conservation et études. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le musée où elle était conservée fut bombardé et l'objet fut considéré comme détruit. Pourtant, des décennies plus tard, une barre similaire apparut dans une caisse non étiquetée lors d'un inventaire dans des archives séparées à Dresde. Ses dimensions et sa composition correspondaient à l'original, mais aucune documentation n'existait pour vérifier son identité. La caisse fut ensuite scellée et son contenu reclassé avec un accès restreint. S'il s'agissait effectivement d'un étalon de référence mésopotamien, cela suggère un système de mesure centralisé et une culture scientifique capable de comprendre et de compenser le comportement des matériaux sous stress environnemental. Ce n'était pas une simple approximation, c'était de la métrologie, la science de la mesure, développée des millénaires avant que l'on croie qu'elle n'existait. Pas comme une abstraction, pas comme un rituel, mais comme une règle physique. Une barre de vérité solide dans un monde changeant. Oubliée, enterrée et presque effacée. Elle est peut-être le plus ancien murmure survivant de ce que nous appelons aujourd'hui la précision. Top 9. La grille astronomique des Mayas. En 1933,
Un cartographe travaillant avec une expédition britannique a remarqué, lors d'un relevé aérien des hautes terres guatémaltèques, un motif gravé dans un plateau à l'extérieur de l'ancien site d'Uaxactón. Depuis le sol, les marquages étaient presque imperceptibles, perdus entre les broussailles et le calcaire déchiqueté. Depuis les airs, cependant, le motif s'assemblait en une grille géométrique de marqueurs en pierre, disposés en un vaste arc, s'étendant sur près de 200 mètres le long du bord du plateau. Lorsque les archéologues ont dégagé le site, ils ont découvert une séquence de colonnes de pierre alignées, chacune mesurant moins d'1 mètre de haut, positionnées avec une régularité déconcertante. Les intervalles entre elles n'étaient pas arbitraires. Ils correspondaient aux écarts angulaires entre les positions clés de Vénus le long de son cycle synodique. Un motif complexe de 584 jours que les Mayas avaient suivi avec une précision obsessionnelle. Chaque colonne jetait une ombre qui, seulement à des moments précis de l'année, tombait sur des pierres de marquage spécifiques, en particulier lors des apparitions matinales de Vénus et de ses disparitions derrière le Soleil. Ce qui a dérouté les chercheurs était l'étroite corrélation entre la grille et les données astronomiques. Les colonnes n'étaient pas de simples indicateurs de lever de soleil. Elles suivaient les positions azimutales de lever et de coucher de Vénus, tenant compte de sa rétrogradation périodique et de ses variations de luminosité. Le site fonctionnait essentiellement comme un observatoire de Vénus, des siècles avant l'invention des lentilles ou des instruments télescopiques. Les codex mayas, précédemment écartés comme symboliques, ont été réexaminés à la lumière de la découverte de la grille. Le codex de Dresde, par exemple, contenait des tableaux suivant Vénus avec une précision allant jusqu'à un jour sur des périodes de plusieurs années. La grille d'Uaxactún prouvait que ces enregistrements n'étaient pas théoriques. Ils étaient liés à des mesures directes et répétées. Les angles d'ombre sur la plateforme correspondaient aux données des cycles d'éclipses et influençaient le calendrier des rituels et des décisions agricoles. Des physiciens ayant visité le site dans les années 1970 ont effectué des analyses d'angles avec des instruments à haute résolution. Leurs résultats ont confirmé que les marqueurs extérieurs de la grille compensaient le déplacement apparent de la planète dû à la réfraction atmosphérique, un phénomène que même les observateurs stellaires modernes doivent corriger. Les implications étaient troublantes. Les bâtisseurs n'avaient pas seulement cartographié les corps célestes, ils comprenaient et corrigeaient les distorsions causées par la propre atmosphère de la Terre. Peu après la publication de ces résultats, le site fut brusquement fermé pour protection environnementale et subit plus tard de lourds dommages dus à des fouilles illégales et à des pillages. Des images satellites des années 1990 ont montré que des parties du plateau avaient été dégagées pour le développement d'infrastructures, effaçant des pans de la grille. Aujourd'hui, il ne reste qu'une documentation lacunaire de la disposition et la plupart des pierres originales sont soit déplacées, soit manquantes. Si cette grille fonctionnait effectivement comme un observatoire de précision sans optique, elle brise les hypothèses sur les limites de la science précolombienne. Les Mayas ne spéculaient pas sur le ciel. Ils le mesuraient, année après année, siècle après siècle, avec des pierres fixes et des cieux errants. Et dans ce mouvement, ils trouvaient un rythme. Pas un mythe, pas une métaphore, mais des données écrites dans l'ombre et la pierre avant que les chronomètres et les télescopes ne puissent les déverrouiller. Top 10. La chambre à écho nabatéenne. En 1998, une équipe conjointe d'archéologues jordaniens et italiens explorant un système de canyons inexplorés près de Petra est tombée sur une chambre taillée dans la roche, scellée derrière un glissement de terrain naturel. Son extérieur présentait des marquages minimaux, mais à l'intérieur, l'équipe découvrit une salle ovale précisément taillée, découpée directement dans le grès, avec des murs d'une lissure inhabituelle. Cependant, ce qui attira l'attention immédiate n'était pas la géométrie de la structure,
mais son acoustique. Lorsqu'un membre de l'équipe parlait à voix haute, l'écho ne revenait pas après un délai, mais comme un bourdonnement profond, comme si les murs eux-mêmes vibraient en réponse. Les premiers tests audio ont révélé que certaines fréquences, particulièrement celles correspondant au registre grave de la voix humaine, résonnaient en ondes stationnaires à travers la chambre. Une phrase chuchotée à une extrémité devenait un murmure distinct à l'autre. Plus bizarre encore, des bruits de pas près du centre déclenchaient une impulsion audible qui se répétait à intervalles réguliers, s'atténuant progressivement comme un signal sonar. Des ingénieurs en acoustique ont conclu plus tard que la salle avait été délibérément façonnée pour amplifier et moduler le son selon des schémas prévisibles, concentrant l'énergie acoustique sur deux points focaux sur les murs opposés. Des fragments de pierre à l'entrée portaient des inscriptions nabatéennes suggérant que la chambre était autrefois appelée « maison du souffle ». Les Bédouins locaux évitaient la zone, la décrivant comme le lieu où les voix reviennent de travers. Aucune iconographie religieuse ne fut trouvée à l'intérieur, ni autel, ni symbole. Seulement un bassin peu profond dans le sol, avec un canal de drainage menant à un puits souterrain plus profond. Lorsque des géophysiciens ont cartographié les couches rocheuses environnantes, ils ont découvert que le canyon se trouvait au-dessus d'une concentration dense de magnétite et de dépôts riches en fer. Ces minéraux créaient des fluctuations magnétiques subtiles qui, combinées à l'acoustique de la chambre, auraient pu influencer la perception humaine. Plusieurs visiteurs ont rapporté des vertiges temporaires, des troubles sensoriels et, dans un cas, une perte momentanée du sens de l'orientation après un séjour prolongé à l'intérieur. Curieusement, la forme de la chambre présentait une forte ressemblance avec les conceptions anéchoïques modernes utilisées dans le calibrage des sonars et la recherche acoustique. Sa structure éliminait les bruits externes tout en amplifiant la résonance interne. Que ce soit le résultat d'une conception empirique ou d'une tradition architecturale transmise reste inconnu. Peu après que ses propriétés acoustiques furent connues, la chambre fut scellée par le département des Antiquités jordanien pour des raisons de sécurité. L'accès fut interdit pour une durée indéterminée et les résultats publiés furent retirés des sites officiels. Certains des équipements acoustiques utilisés pendant l'étude furent saisis pour des raisons inexpliquées. À ce jour, aucune institution académique n'a reçu l'autorisation de mener à nouveau les expériences ou de les répliquer. Si les Nabatéens ont construit cette structure délibérément, ils ont peut-être expérimenté avec le son d'une manière que nous peinons encore à comprendre aujourd'hui. Que ce soit pour la communication, la guérison ou la modulation de la perception, la chambre servait un but bien au-delà du cérémoniel. Elle mesurait les échos, elle façonnait le silence, et ce faisant, elle a peut-être capturé l'invisible, non pas dans la lumière ou la pierre, mais dans la vibration, la fréquence et la résonance que la science moderne commence seulement à quantifier. Ces 10 dispositifs antiques ne représentent pas des curiosités isolées ou des légendes exagérées. Ils révèlent un schéma troublant, un fil conducteur de précision extraordinaire dans des cultures longtemps considérées comme primitives. Il ne s'agit pas d'une collection dispersée d'anomalies étranges. C'est un maillage global de systèmes de mesure qui défie nos attentes historiques. Chaque artefact, qu'il soit taillé dans la pierre ou forgé dans le métal, démontre une maîtrise délibérée des forces naturelles, gravité, temps, magnétisme, astronomie, avec un niveau de précision qui rivalisait ou dépassait ce que le monde moderne a atteint jusqu'au dernier siècle. Ce n'étaient pas des rituels déguisés en science. C'étaient des instruments scientifiques classés à tort comme des mythes. La suppression et la disparition de ces dispositifs de la conscience collective ne sont pas un hasard. Les rapports se perdent, les sites sont fermés, les objets sont reclassés ou réenterrés. À travers les cultures et les siècles, un schéma de silence suit chaque découverte, suggérant que nos ancêtres
auraient pu en savoir plus que nous ne le concédons. Les institutions académiques les ont étiquetés comme marginaux. Les musées les ont stockés dans des sous-sols. Les gouvernements ont restreint l'accès sous prétexte de conservation. Et pourtant, les questions demeurent. Que se serait-il passé si cette connaissance avait été préservée? Si l'obélisque lunaire avait façonné notre compréhension de la mesure du temps? Si les cercles de pierre magnétique avaient influencé notre compréhension de la santé géomagnétique? Si les horloges à eau d'Arapa avaient inspiré l'hydrodynamique moderne? Si ces récits sur la précision antique ont changé votre perception de l'histoire de notre monde, veuillez vous abonner à la chaîne et mettre un j'aime à cette vidéo. Nous mettons en lumière l'histoire qu'ils ont tenté d'enterrer. Aidez-nous à semer les graines d'un avenir plus clair. Le prochain trésor du passé sera bientôt révélé.